Hé gamin, Quoi? tu aimes le contenu du Lennon? Ouais, ça va, ouais. Eh bien dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Il était une fois Un capitaine. capitaine qui était très fort Ce capitaine avait un cadeau à donner. à donner Cadeau à donner. à une Pourquoi personne pas. d'un autre pays. Son cadeau était un cheval magnifique. Un bel étalon alezan qu'il transportait sur son navire depuis maintenant plus de 3 semaines. Ok. 3 semaines. Mais pour dompter ce cheval, il fallait utiliser un livre. Oh, Vas-y, boss. Le problème, c'est que il a changé de pays, mais il n'a pas pu passer la frontière. il avait du mal à la douane. Ça peut être intéressant, ça. c'est pour ça un livre. Il était une fois un capitaine qui était très fort. Ce capitaine exceptionnel avait un cadeau encore plus exceptionnel. Le plus beau et le plus rapide des chevaux possible. Un cheval si intelligent qu'il n'acceptait de discuter et d'être monté que par des gens capables de lui lire des histoires tirées des livres. Malheureusement, un cheval aussi exceptionnel avait aussi une valeur extrêmement élevée, et il avait des problèmes pour passer les douaniers. Dans le pays lointain que le capitaine voulait voguer, un chevalier attendait impatiemment son cheval. Il demandait à son écuyer « Quand est-ce qu'arrive mon étalon? Et l'écuyer lui répondait « Je ne sais, monseigneur, mais il ne saurait tarder. » Et une tempête gigantesque arriva, grondant, tonnant, soufflant, pestant et levant des vagues aussi hautes que des montagnes. Sauf que le problème, c'est qu'il est toujours bloqué à la douane et qu'il ne va pas le laisser partir. Il commence à péter un câble et il sort son épée. Il dit, Ah, Eh, les gars, voilà, c'est ça. Ou son sabre, mais ça compte, c'est pour ça. Dis, les Le gars, ça capitaine, urgé par ce genre d'événements tragiques et ce cataclysme qui approchait, faisant tomber les flammes, les dieux et les diables, sortit son sabre et dit « Bordel de bachibouzouk de fils de pute! Le prochain qui m'interrompt et m'empêche de lever l'ancre, je l'envoie plonger au fond des poissons. » Les douaniers, qui n'étaient finalement que de gras fonctionnaires, peu équipés pour faire face à autant de violence de la part de ce capitaine réputé pour être très fort et son cadeau formidable, eux-mêmes peu amusés à l'idée de devoir faire face à une telle amarrée qui venait leur rentrer dans l'art, se dire « Ouais, ça va, passez, cassez pas les couilles » en essayant de sauver la face. Mais, encore une fois, Bizarre. après avoir passé la douane, ils ont dû faire face à une autre tragédie. Le cheval a été avalé en une bouchée. Par qui? Par quoi? Par un dauphin. Passant les douaniers engraissés et pusillanimes, le capitaine reprit la mer. La tempête lui donnait de bons vents et il faisait bonne route vers son chemin ultime. Alors que la tempête rageait à des lieues nautiques derrière lui, arriva un autre événement, un grand crack qui fit remuer le bateau, et alors qu'il se retourna, la cage qui contenait le cheval avait disparu. Mais bordel de pute à queue! Mince. Est-ce que quelque chose l'aurait avalé toute crue? Purée de Une pommes de baleine terre. peut-être? C'est pas fini ces putains de conneries! Pensa le capitaine. Il arrive enfin à destination voulue. Et le chevalier arrive. Alors, où C'est est bon, donc mon c'est fier bon. étalon? J'en ai besoin pour ma prochaine bataille. Aucun preux chevalier ne peut guerroyer sans un fidèle destrier. Je suis désolé, monseigneur. J'ai la tristesse de vous annoncer que malheureusement, votre cheval et fidèle destrier a fini en repas maritime et en sushi sashimi. L'espoir était perdu depuis longtemps, et le cheval qui aurait pu lui redonner confiance en ses capacités guerrières n'était pas présent. La guerre serait perdue, le royaume tomberait, et tout l'empire s'écroulerait. « Regardez-vous » fit le capitaine très très fort, alors que le seigneur relevait son casque béatement, les larmes prêtes à lui couler des yeux face au cataclysme terrible qui allait affubler son royaume. Le capitaine le saisit par les épaules, rompant le protocole de ne pas toucher une personne noble, et lui dit « Mais regardez-vous » en le plongeant dans le miroir le plus proche qui clairsemait le palais. Vous êtes fort, fier, fidèle, puissant, et votre panache est aussi ébouriffé que vos adversaires lorsque vous les chargerez. Vous mènerez vos hommes à pied s'il le faut, et vous n'aurez pas besoin de votre cheval pour arriver jusqu'aux côtes de votre ennemi, car moi, je serai votre cheval. Aussitôt dit, aussitôt fait. La bataille fut remportée alors que le capitaine très fort porta le chevalier sur ses épaules. « Taillot !
fit le chevalier alors que le capitaine, armé de son fidèle sabre, rentra dans les flancs ennemis, brisant les lances, décapitant les pauvres paysans qui tentaient de se révolter et menant une bataille que l'on n'oublierait jamais. Ok, c'est fait. Ah, il m'a acheté là. Franchement là. C'est Baki. Enfin, c'est le Seigneur des Anneaux. Je ne peux pas mener la guerre pour vous, mais je peux vous porter, vous. Et au final, il y a un mec qui a chargé avec un sabre qui est gros, qui est ultra fort, et qui porte un chevalier en full armure sur ses épaules, avec une lance comme ça. Je vais être sincère. Moi, je suis paysan, j'ai une fourche. Tu t'hésites. Je lâche et je me dis, allez, on retourne au taf. Ouais, voilà. On retourne au taf direct. Et la morale. Il y a quelqu'un qui a trouvé une bonne morale là. Faut souscrire à une assurance quand on transporte un homme sur la terre. Assuré. Ça, c'est bel esprit. Oh my god. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours souscrire à une assurance quand on transporte un jeu. Exactement. Merveilleux, putain. Merci. Il était une fois une princesse pirate qui naviguait les 17 mers de son monde impie et encore entourée par la brume et l'obscurité qui empêchaient les hommes de s'installer sur des nouveaux continents glacés par les ténèbres, qui naviguait sur son fameux bateau pirate. Quand tout à coup, perçant la brume, la princesse aperçut une falaise se dresser face à elle, très très différente de tous les territoires qu'ils ont pu croiser jusqu'à présent. C'était une falaise des plus étranges. En effet, à mesure que la marée se heurtait sur ses ressacs infinis et détruisait les rochers, on la voyait se désagréger à vue d'œil. En effet, car cette falaise mystérieuse et étrange était le début d'une île gigantesque faite intégralement de nourriture. Poissons, viande, jus, lait, fromage, pain, tout roulé et tombé à mesure que les vagues rongeaient le bord de la falaise, telle une souris qui rongerait un morceau de fromage ou des termites qui dévoreraient du bois. C'était la première fois que la princesse et son équipage découvraient une telle île, sortie tout droit de leurs rêves les plus fous, en arrivant directement sur... Une plage faite de grains de maïs. Une plage faite de grains de maïs. Elle s'aperçut qu'une structure se dessinait par-delà la forêt. En atterrissant avec ses bottes dans un squish étrange et s'enfonçant dans le fromage qui faisait les rochers sur la plage, la princesse pirate et son équipage remarquèrent un cadavre de squelette écrasé par son propre poids sur le côté. Pauvre bougre, pensa-t-elle, il a dû être naufragé ici, se mourir jusqu'à en faire une indigestion et n'a jamais pu être secouru. La princesse s'aperçut qu'une étrange couronne se trouvait non loin du cadavre. Couronne faite... Particularité étrange de cette couronne était qu'elle était faite d'un métal normal finalement. Eh oui. Chose que l'on ne trouvait pas sur cette île, où les nuages même semblaient être faits de barbe à papa et les rivages semblaient être faits de fromages et de viandes diverses. Le second de la princesse s'agenouilla à côté de lui et goûta la couronne. Ça ne se mange pas. Mais ce n'est impossible. Ça ne peut pas être la couronne d'un roi, ma reine. Il doit y avoir erreur sur la personne. Sans doute un mendiant qui a dû voler cet artefact. Comment un roi aurait-il pu être perdu ici sans que personne ne vienne jamais le secourir? La princesse décida d'ordonner à ses hommes de mener un petit peu plus l'enquête sur les diverses anomalies qu'ils pourraient trouver abandonnées sur cette plage. Et effectivement, ils trouvèrent d'anciens morceaux de bois. Des morceaux de bois si anciens que des champignons, délicieux au passant, avaient poussé dessus et étaient cachés par des fraises et des immenses homoncules de délices et de mets exquis. Fort heureusement, l'équipage de la princesse était assez discipliné et l'étrangeté de cette île les poussait étrangement à ne rien manger. Ils trouvèrent aussi un pan qui semblait lui fait de gruyère et donnait lieu sur immenses lieux de caveaux, systèmes de cavernes et souterrains qui parcouraient potentiellement l'île, dont s'écoulait un petit ruisseau fait de jus de framboise. L'équipage était donc face à un choix, soit partir à l'exploration de ces souterrains, de ces caveaux, soit partir à l'exploration de la forêt, composée exclusivement de salami. Des troncs en boudin noir, des feuilles en salami, des arbres et des buissons faits de jambon et un saule pleureur fait de chapelures de saucissons.
Souhaitant explorer les souterrains et ne souhaitant pas s'adonner aux dangers potentiels d'une forêt faite intégralement de viande, qui sait quel prédateur pourrait se trouver dans ce genre d'endroit, ils prirent les souterrains. Quelle erreur ce fut! Alors qu'ils s'avancèrent, ils trouvèrent cadavres de moult gens aux vêtements étranges. Des vêtements tout à fait normaux, mais de contrées lointaines. Une mode jamais vue, mais une chose était sûre, leurs cadavres étaient morts, purulents et encore frais. Alors qu'une ombre se dessinait au fond de la caverne, un rat gigantesque, de la taille d'un navire tout entier, se retourna de son museau et montra des crocs d'où s'écoulait un venin empoisonné. Pris de panique, l'équipage commença à se disperser, à courir à travers les différents couloirs. En se retournant derrière ce rat qui les poursuivait, l'équipage, en train de s'enfuir, perdait moult membres dans cette débandade, dans cette fuite. En se retournant, la falaise avait bougé d'une quelconque manière et l'issue était désormais introuvable. Poursuivis et acculés par le mulot géant qui se repaissait de leurs congénères dans des gerbes de sang et des cris écœurants, écœurés par un mélange d'odeurs d'entrailles et de framboises, la princesse regarda le reste de ses équipages. Pas le choix, il va falloir creuser. Dévorez-moi ce mur! Pelle, pioche et croc, tout fut utilisé pour percer tout le délicieux Saint-Nectaire qui refusait de céder et dont la croûte cédait peu à peu devant les outils des marins paniqués alors que le mulot finissait son terrible et funeste repas plus loin dans la caverne. Les marins commencèrent à réellement prendre peur et prendre panique. Pour le réellement, budget, le sentiment de panique laissa place à un sentiment de discorde au sein de l'équipage. Les marins commencèrent à se quereller sur qui devrait aller à quelle tâche et éventuellement se séparer. Il n'y avait plus aucune cohésion. La princesse alors commençait à sombrer dans le désespoir et aperçut une lueur dans un petit couloir qui venait de se révéler face à elle. Elle fit « Attendez, mes fiers compagnons !» Et ces hommes, musculeux, couverts de sueur et habitués à obéir aux ordres de la princesse pirate, la regardèrent. Qu'est-ce qu'elle était belle Qu'est-ce qu'elle était belle dans cette caverne houleuse dont sentait la chair putride et les odeurs, alors que ce rayon de lumière veillait éclairer son doux visage. Ils cessèrent de se quereller et se souvenaient qu'ils se battaient pour leur reine pirate. Ils virent la lueur et cette lueur brilla comme l'espoir en eux. Ils concentrèrent leurs efforts sur la paroi qui finit par céder. Le rat approcha et continuait de dévorer tous les membres de l'équipage. Seulement 3 membres de l'équipage arrivèrent à s'enfuir en effet par ce petit couloir qui venait de se révéler face à eux. La princesse et 3 membres ont réussi à s'extirper de cette falaise faite en Saint-Nectaire, on le rappelle. Très difficile à manger le Saint-Nectaire. Ça ouais, c'est énervé. Après cet instant volé au destin, les 3 hommes ainsi que la princesse se questionnèrent sur comment ils pourraient survivre et comment ils pourraient rentrer chez eux et s'échapper de ce cauchemar. Seulement 9 hommes avaient survécu, armés de sabres, de pioches et de pelles, quand soudainement, un groupe d'étranges bandits interrompit nos hommes et notre femme qui sortèrent de la caverne. Des rats à taille presque humaine, armés de breloques et d'objets primitifs, qui étaient là. Squeak, squeak! Que faisiez-vous dans l'antre du sacré roi, Dieu, Dieu? Je dis, on les coupe tranche, et on les tue, assassine, et on les tue, assassine. Oui, crocs, mangeons-les, faisaient les petits rats devant les marins terrifiés et surpris, et la princesse qui se demandait comment ils allaient s'en sortir face à ce peuple de rats primitifs. Oui, capturez pour les faire combattre dans le tournoi. Ils se battront pour l'amusement du dieu. Non, moi je dis, nous devrions plutôt les vendre. Ils ont l'air grands et forts, et un seigneur Skak pourrait les utiliser pour les mines. Non, le tournoi, non, les vendre et les mines. Alors que la dispute continuait et que nos marins étaient encore capturés par les Skaven et qu'ils ne pouvaient rien faire, ils furent armés dans une sorte d'étrange forteresse, non pas faite de bois, non pas faite de fromage, Et de riz. Ou de pain, mais oui, du riz comprimé qui faisait les murs. Et les Skaven étaient là. Baissez, ouvrez la forteresse Onigiri. Le pont-levis fut abaissé et les prisonniers furent emmenés. Un pont-levis en tranche de pain d'épices fut abaissé et les prisonniers furent amenés et enfermés dans la tour. Le vin. Le pont-levain, mais quel génie! Et les cris des Skaven étranges s'éloignaient de leurs cellules alors qu'ils se disputaient encore de leur futur et de leur destin funeste.
Qu'allons-nous faire? Ils nous ont enlevé toutes nos arbres et nos outils, se plaignirent les marins. La princesse guerrière, qui avait perdu son épée, avait encore plus d'un atour dans son sac. À sa ceinture restait un bijou. Un ancien rubis, héritage d'un de ses nombreux pillages et d'une de ses moultes aventures. Elle le détacha de son socle et s'en servit pour commencer à gratter les barreaux de la porte, faite en immenses spaghettis. Ne vous en faites pas, dans quelques instants, messieurs, nous serons sortis d'ici. Les hommes tentèrent de se concerter pour trouver un moyen de s'échapper. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait nous aider à nous enfuir? Est-ce que ces créatures utilisent des chevaux et est-ce qu'ils ont des écuries, éventuellement? Des écuries, très bien. Les hommes étaient à court d'options. J'ai bien vu qu'ils ont des écuries, mais leurs montures sont minuscules. Elles ne pourront pas porter l'un d'entre nous, et encore moins le plus gros. Henri, le plus solide des marins, décida de proposer au groupe de mettre au défi le chef Skaven pour pouvoir s'enfuir. Oh oui, c'est stylé, un défi. Alors que le maton descendait en faisant des bruits de griffes et de cliquetis sur les escaliers fêtant En asperge. En asperge. Faisait chaque griffe qui se plantait dans les asperges, rappelant le bruit funeste d'une dague qui s'enfonce dans la colonne vertébrale d'un pauvre hère. Let's go! Ça fait le même bruit. Hein. Ah ouais. Me demande pas comment je sais ça. Ah, et non, je suis sur internet depuis très longtemps. Et voilà. Et toi! Rugit Henri. Le garde, surpris, laissa tomber le bol de pierre et de morceaux de bois qu'il tenait à la main. Que veut le grand Squeak Squeak? Il mourra dans l'arène, oui, oui. Je mourrai peut-être dans l'arène, mais pas sans défier ton chef en duel. Chef Scroix, fort, fort. Pas battre contre toi, faible, faible. Alors si lui si fort, pourquoi n'ose-t-il pas se battre contre moi qui suis faible? Serait-il faible? Le Skaven, pris par cette logique absolument imparable, mit environ 14 minutes avant de se décider. Que offre proposes-tu, Squawk? Un combat solitaire, mano à ratus, mené dans l'arène, et je lui tordrai le cou, et je deviendrai votre chef. Cette dernière phrase, lancée un peu à la va-vite, fut suivie d'un lever de sourcils et d'un regard subreptif envers la princesse, qui acquiesça du bonnet. Henri se trouva donc dans l'arène bien assez tôt pour affronter le Sir Scott-Croc. Le combat s'annonçait difficile. En effet, quand Henri mit le pied dans l'arène, se trouvait devant lui un immense rat musculeux. Littéralement une forme humanoïde de rat. Squawk, avec je suis le roi. À la place d'une de ses mains, il avait une sorte de cristal vert, luminescent, et qui semblait terrifiant. Dont s'émanait une lumière et une lueur putride. Après une halte, Henri hésita un instant, mais se cramponna à sa foi et à sa vertu pour commencer ce combat. Les différents Skaven autour qui se pressaient dans l'arène entonnaient notamment. L'ambiance était électrique. Et après un compte à rebours, le combat commença. Après un bruit de timbales fait entre un os à viande et du pain rassis. Je vois que tu as une lance, que tu as une lame à ta main droite. Pourquoi n'en aurais-je pas? Qu'on lui apporte une arme. Après une seconde d'hésitation, un Skaven lui jeta un simple os légèrement tranchant. Un simple os légèrement taillé. Henri empoigna l'os, le porta à son front et une lueur jaune émana de sa personne. Tel un paladin, des ailes angéliques surgirent de son dos, ce qui lui permettait de voler. Et il entonna « Ayez foi en la lumière !» C'était Tyrion Fordring, ouais. C'était un pirate. Sorcellerie. Il n'a jamais fait ça, même pas à nous, disaient les matelots depuis leur cellule. La princesse, elle, se contentait de sourire silencieusement. Envolée dans les airs dans un élan angélique, portant le morceau d'os qui lui-même était purifié par la lumière en une lame étincelante, son épée improvisée semblait chanter. Et d'un trait sifflant, trancha net la tête du rat géant. Les petits Skaven qui regardaient de l'arène faisaient squawk et se ruaient à l'intérieur de la veine pour commencer à se repaître des restes de leur ancien maître. Henri s'écria d'une voix tonitruante. « Je veux un bateau ! Je veux un bateau ! Je veux me casser de là !» Les Skaven, repus de son énormité obèse, regardèrent placidement Henri comme s'ils le voyaient pour la première fois. Ils s'agenouillèrent les uns après les autres et dirent « Tout squeak, oui! Tout squeak, oui! Henri le roi !»
Et alors que leurs bateaux leur furent rendus et que les pirates furent libérés, les restes de leurs amis récupérés depuis l'antre du grand dieu rat gigantesque et tout amenés sur le navire, les Skaven se séparèrent aussi de leurs trésors et des pièces et babioles inutiles dont ils n'avaient pas besoin, qui étaient en fait des diamants, du platine, des bijoux et des choses. Mais alors que le bateau s'apprêtait à amarrer, Henri, de ses immenses ailes puissantes et de son morceau d'os encore taillé et de ses beaux atours, refusa de monter à bord. La princesse le savait. Pleurant une seule larme, elle déposa un baiser sur sa joue avant de monter à bord et de naviguer vers l'horizon sans jamais se retourner. Henri avait vaincu le roi rat et accepté la malédiction de l'île et des Skaven. Désormais, cette île était son nouveau foyer. C'est beau. Oh, c'est beau. Putain, bravo! Bravo. Bravo! Incroyable. Bravo! Du coup, pardon, quelle est la morale de cette histoire? La morale, c'est soyez comme Henri, soyez un gigachat. Il était une fois un bandit, vil et fourbe. Dont la particularité était résidait dans le fait qu'il était excessivement beau. Oh! Il guettait ses proies au bord de la route en se cachant derrière le mur. Puis, lorsque celle-ci passait, il sortait et se faisait passer pour un simple marchand. Et il leur parla d'une légende. Paraît-il, il y a une sirène non loin d'ici, dans un village voisin, et j'ai une carte pour atteindre ce village. Hélas, la plupart du temps, les passants qui l'interrompaient étaient ruinés. Tout ce qu'il pouvait lui proposer, c'était éventuellement de la nourriture. La nourriture que de toute façon, le beau parleur finissait par leur voler. Une fois, toutefois, un jour, il interrompit non pas un riche bourgeois, mais un simple marin qui était de permission de terre et qui connaissait très bien la mer et surtout le coin. Pose des questions sur la sirène, demande si c'est éventuellement le village dont il est originaire. Ah! Le fameux village. Le fameux village. Quand c'est réellement le bandit, alors que son village était plutôt une ville extrêmement prospère, nichée près d'un énorme château, connu notamment pour son énormissime pont-levis. Pourquoi pas? Ces chevaux, très réputés grâce à des écuries royales d'une qualité absolument folle, qui servaient à alimenter très souvent la liste du tournoi. Alors, liste du tournoi, c'est le lieu, mais des tournois. Ouais, pardon, qui servait très souvent à alimenter des tournois de cavalerie qui se passaient bien évidemment en bord de mer. Des tournois, certes, mais des tournois qui avaient une sale réputation, notamment car ils étaient souvent, souvent ces participants étaient des gens extrêmement mal intentionnés et la plupart du temps, les nobles qui assistaient à ces tournois étaient capturés. Et du coup, on demandait à être rançonnés. Et étaient rançonnés, bien sûr. Rançonnés par les bandits très nombreux du coin, dont notre bandit de cette histoire faisait lui aussi habilement partie. Le marin ne s'y laissait pas prendre. Bien que la description de la ville était tout à fait correcte, voire relativement et inquiétamment exhaustive de la part du bandit, très bien. Son sens de l'observation et son habitude à évoluer, à naviguer dans des terres hostiles lui indiquaient que quelque chose était louche. Il décida d'en devoir le cœur net. Eh bien, mon cher marchand, je pense que j'ai assez d'or pour acheter votre carte, mais il faudrait que vous vérifiez vous-même. Il se trouve dans mon coffre, à l'arrière de ma charrette. S'il vous plaît, avancez-vous. Le bandit, ayant plus d'un tour dans son sac et plus d'une arnaque à son arc, s'approche, mais extrêmement méfiant, et décide finalement de faire volte-face et d'assommer ce marin qu'il soupçonne d'activité, de vouloir... de vouloir essayer de le contre-baiser, de le contre-kems. De vouloir le contre-kems. Hélas, ce brave marin n'a aucune possession sur lui, à part ces beaux atours qu'il décida de se procurer immédiatement. Il laissa donc ce marin à poil. Mais le marin avait des beaux atours? C'était un marin qui était de sorte... Qui revenait de boîte. Ça, c'est les beaux atours, c'est vache. Le voleur arracha donc les beaux atours au marin, le laissa pour mort au milieu de la voie. Lorsque le marin se réveilla, il réalisa qu'il n'avait ni ses vêtements, ni sa charrette, ni les pieds sur lesquels il se trouvait, car il n'était plus sur la route. Il était dans une arrière-ruelle de la petite ville portuaire qu'il connaissait bien, et il lui manquait un rein. À qui il manque un membre? Au marin, voilà. Ah putain, et il lui manquait un rein. Le vol d'organes. Conclusion, il fait pas bon de naviguer à Sarcelles. Incroyable. Une belle histoire. Un marin sans rein, c'est juste un mât. C'est vrai. Sans rein, c'est juste un mât.
C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Bravo, bravo. Un marin sans rein, c'est juste un rat, je trouve ça fantastique. Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine et médiévale, se dressait une forêt gigantesque, une immense forêt, sans fin, sans confins. Et au milieu de cette forêt, gisait un homme blessé de toutes parts. Oh! Cet homme blessé de toutes parts, perdu au milieu d'une forêt infinie, terriblement noire, se réveillait à peine de son inconscience après plusieurs jours passés dans les pommes. Le dernier souvenir qu'il possédait, c'était d'avoir bu une concoction étrange dans une maison tout aussi étrange aux abords de la forêt, auprès d'une dame assez âgée qui ressemblait en tout point à une ville sorcière. Oh, cette sorcière va me le payer pour m'avoir fait boire cette potion maudite. Je me vengerai. Mais il remarqua qu'il n'avait plus rien sur lui, à part un couteau qui lui dépassait les côtes. Serrant très très fort les dents, il se le retira et se fit des pansements avec de la boue et des feuilles qui traînaient par là tressées à l'arrachasse. Le couteau entre les dents, empli de son sang et sa langue se perdant lui-même dans le goût âcre et acide du goût de son frère, il était là, je la retrouverai. Déjà ça commence, c'est viril. Aucun doute, notre héros était un irrattrapable bourrin. Et même si il arriva à faire moult choses avec son couteau et se tirer d'affaire, ce qui lui manquait, sa véritable arme de prédilection, était bien évidemment sa grosse hache, avec laquelle il défonçait gobelins et arbres. Ma hache, pensait-il, ma fidèle hache avec qui rien ne me résiste et personne ne peut se dresser devant moi, nul homme, nulle créature, nul objet ou nulle sorcière. Malheureusement, j'ai dû m'en séparer avant de pénétrer dans la hutte de cette vieille harpie. En effet, il aurait dû se méfier de cette étrange sorcière, aux manières un petit peu, hautaines et désagréables, au parler un petit peu suspicieux. Elle lui rappelait en tout point une personne qu'il détestait plus que tout. Sa belle-mère. Repenser à sa maudite belle-mère lui rappela pourquoi il était allé voir la sorcière en premier lieu. À son village se trouvait sa fille, malade et atteinte de la maladie du manga. Trompé par la sorcière, il jura de mener vengeance, de retrouver sa hache et de la mettre en contact avec la tronche de la vieille. Il erra des jours et des jours afin de retrouver cette maudite hutte, cette maudite mégère, mais ne trouva rien. Il marcha tellement longtemps qu'il arriva à un rivage qui menait visiblement hors de la forêt, avec un long fleuve qui menait on ne sait où. À quelques mètres du rivage se tenait un radeau. Oui, je me souviens. Lorsque j'étais près de la hutte de la sorcière, je pouvais entendre une grande rivière couler non loin. Elle doit forcément être aux abords de la rivière. Après tout, même les vieilles peaux ont besoin d'eau. Il détacha le radeau, se moquant d'à qui il appartenait, vola l'appareil et vogua sur le frêle navire et le vaillant esquif en remontant la rivière qui retraversait la forêt, espérant entreapercevoir la hutte de cette sorcière dégénérée. Une sage décision, pensa-t-il. Putain, tout ça pour une sage décision. Ah mais j'ai que ça, hein, je travaille là. Une sage décision, pensait-il. Mais après 8 heures à voguer sur cette rivière, à ne voir avec son couteau, à ne voir que des castors mourants et des musaraignes étranges, il se demandait ce qu'il faisait là. D'autant plus que à l'horizon, il semblait apercevoir des cascades et des rapides qui semblaient extrêmement mortels. Finalement, est-ce que ce voyage n'était finalement absolument pas insensé? Bien sûr que ce voyage est insensé, lui hurlait une partie de son cerveau. Mais l'autre partie, transformée par la haine, la colère et son expérience dans la forêt, le poussait à continuer. Emporté par un rapide, finalement son radeau se retourna. Il tourneboula, s'entrechoqua sur des rochers, accentuant sa douleur encore une fois de plus. Lui brisant le peu de côte qui lui restait. Le peu de côte qui se restait. Et le tibia qui n'était pas encore cicatrisé. S'explosant sur un rivage, il fut accueilli par un son étrange et intrigant. Le son du croa-croa. Car en effet, une énorme grenouille visqueuse le regardait de ses deux yeux globuleux. Grenouille, grenouille des marais, aide-moi. Quoi? Je ne peux plus rien pour toi, quoi? Non, pas ça. Où est la sorcière? Quoi? C'est facile. Me homme blessé, quoi? C'est tout droit.
Fort de cette nouvelle information, notre héros rampa en direction indiquée par le saint Batracien. Batracien. Mais ce n'était que le début du calvaire. À peine commença-t-il à ramper difficilement sur ces chemins boueux remplis de ronces. Tout d'un coup, le chemin s'éclaira. Il sortit des buissons et devant lui se tenait une gigantesque et infranchissable montagne. Ah là, le plan cul absolu. Sur le flanc de cette montagne, cependant, miracle, le salut, car se trouvait une toute petite mission, une église, Oui. une toute petite mission peuplée de 2 moines froqués qui, voyant l'homme blessé, s'empressèrent d'aller l'aider. Le prêtre de cette mission de cette église l'accueillit. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries, mon pauvre? Vous êtes perdu. Que faites-vous ici, dans ces contrées inatteignables? Et vous êtes blessé comme Jaja. Regardez ça, votre intestin grêle est en train de sortir et de ramper par terre, c'est dégueulasse. Laissez-moi vous prodiguer quelques soins et buvez un petit peu cette potion dégueulasse. C'est fait avec les herbes locales. Ah, ça pourrait même réveiller un cheval mort. L'homme but et se sentit immédiatement, non pas mieux, mais moins douloureux. Il décida de passer quelques jours au refuge afin de se laisser soigner par les prêtres des Froquets. Mais lorsque ceux-ci commencèrent à lui parler de le garder pendant encore quelques semaines, il savait qu'il n'aurait pas le temps. Attendant le couvert de la nuit et s'enfuyant des sangles de son lit qui le gardait attaché pendant son soin forcé, La rage incroyable. l'homme s'enfuit. S'enfuit Quel connard pour ce mec. repartir en boitillant et non plus en rampant au milieu de la forêt et du marais qui abritait la sorcière tant haïssée. Tant haïe, pardon. Cependant, en partant, il avait malheureusement commis un crime et un délit terrible envers les hommes de Dieu. Il leur avait subtilisé un objet. Mais il se dit que c'était pour une plus grande justice et que cette hache de bûcheron allait bientôt servir de toute façon. La hache est revenue. Malgré tout, Dieu reste miséricordieux. Quelque chose de divin arriva. En effet, dans le ciel, très haut, apparaît ça. Apparaît ça. T'as vu, c'est dur, hein. Ah, mais j'ai bu en plus. Apparu des signes. Apparu des signes. Des signes, des lettres et des traits. N, S, E, O, qu'est-ce que cela voulait dire? Les lettres et les traits évoluaient alors qu'il bougeait de gauche à droite. Que se passait-il? Tout ceci était surnaturel. Encore une hallucination. Pensa le guerrier. Ah, il regardait de plus près, ça n'était pas forcément des lettres qui se dessinaient dans le ciel, mais des nuages de fumée noire. Quelqu'un, au milieu du marais, avait allumé un feu. Et il n'y avait qu'une seule personne qui habitait dans ce marais. Fou de rage, il boite, mais il boite de plus en plus vite et se rapproche de cette hutte et de cette source de fumée. Mais il n'entend pas qu'une voix, il entend 2 voix, des gens. Une vieille femme, certes, il entend une voix comme ça, un peu pénible et criarde, ainsi qu'une voix un petit peu plus rauque. Clairement, 2 personnes sont en train de se quereller. Que se passe-t-il dans la hutte? Ils vont le savoir et vont le regretter, car ils vont sûrement être décapités de prompts coups de hache. La voix criarde hurlait contre son compère parce qu'il n'osait pas hurler contre la sorcière. Mais elle avait pourtant dit que cette potion arriverait à me déguiser, que je serais beau, grand, et que je serais devenu qui j'aurais toujours voulu être. Notre héros s'approche, prêt à défoncer la porte. Il faudra être courageux, mais ce ne sera pas sa première ni sa dernière quête. Il est prêt à les zigouiller. Et il prépare son épaule. Il est prêt à défoncer cette porte et à se venger de cette affreuse sorcière. Très bien. Attendant que les 3 voix sont en plein milieu d'une conversation afin de maximiser l'effet de surprise, il utilisa une technique dont seul lui avait le secret depuis son temps où il avait été soldat. Il enfonça la porte d'un immense coup de pied de pompier, car il était pompier, c'est pour ça qu'il savait manier la hache, décapita le jeune homme, qui était encore surpris. Le gros n'eut pas le temps de réagir, et eut le visage fendu en 2. Et alors que dans un craquement de chair, de cervelle, d'os et de sang, il retira sa hache du bras qui fonctionnait encore, la vieille eut à peine le temps d'écarquiller les yeux et de le pointer du doigt en disant « Vous, mais vous êtes mort !» Non. Si t'as une meilleure phrase... le Terminator. Attends, si t'as une meilleure phrase... Ah, c'est parfait. Mais vous êtes mort! Je l'étais, mais je suis revenu. Et tchac! D'un coup latéral, décapita la vieille, dont la tête roula sur le sol pour aller heurter le cadavre des 2 autres.
Et dans un immense gisement de sang putride, alimenté par un peu, éclairé seulement par des petites flammes sous un brasier et un chaudron bouillonnant, il se retourna et se dit « Ouais, je vais rentrer chez moi. Ah, je croyais qu'il allait les faire cuire. » Et mourut debout. Waouh. Ah ouais, c'est métal à chaque fois finalement quoi. Bah il y avait que ça. Il y avait que ça. C'est quoi la conclusion? Je faut une morale. Ouais, une morale. Quand tu tues quelqu'un, vérifie qu'il est bien mort. C'est ça aussi. Quand t'abandonnes quelqu'un qui est mort, finis le travail. Toujours bourrin.